Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le DAF Fresh Morning avec Jean-Paul. Jean-Paul, bonjour. Bonjour, DAF Fresh. Comment tu vas ce matin? Ça va très Et à la bien. forme? Oui, ça Tu va. as regardé des films pendant ces vacances? Oui, quand même pas mal de films. J'ai regardé John Wick 4. J'ai regardé... C'était pas fameux, hein, comme sortie. Bon, tu sais, quand un film a tellement eu d'effets, surtout en termes de cascades, et puis c'est un tout autre univers, en fait, l'univers de John Wick qui... Au passage, il faut savoir qu'il y a une série qui est sur Amazon. Oui, le Continental. Il y a même un film qui va aussi sortir, un spin-off qui s'appelle Ballerina, qui est aussi un film qui parle d'une héroïne, cette fois-ci, qui est aussi issue de cet univers-là de John Wick. Bon. Mais effectivement, on s'attendait peut-être à ce qu'il s'en sorte, en fait, à la fin de l'histoire. Mais personne ne dit qu'il est mort. Hein. Mais disons que... Il s'est écroulé, mais on n'a pas dit qu'il est mort. Bah, puisqu'on a vu sa pierre tombale à côté de celle de sa femme, mais il semblerait en réalité... Tu penses que le gars du Continental là n'a pas géré ça? Non, en fait, il s'appelle Witz. Il paraîtrait qu'en 2020, normalement, il était prévu de tourner en même temps John Wick 4 et John Wick 5. Mais c'est lorsqu'il y a eu la pandémie de Covid et lorsque donc, il y a eu l'arrêt des productions des cinématographiques que donc Keanu Reeves n'était plus chaud pour faire 2 films à la suite. En fait, le principe, il voulait faire un peu ce que James Cameron est en train de faire, a fait pour Avatar 2, 3 et 4. En fait, tout se tourne au même moment. D'accord? Et donc, Avatar 2 est sorti, mais Avatar 3 est déjà en post-production. Et lorsqu'Avatar 3 va sortir, Avatar 4 sera en post-production. Donc, c'était un peu ce qui avait été prévu d'être fait pour John Wick. Il y avait un John Wick 4 et un 5e volet qui était également prévu. Et le tournage devait se faire en même temps. Mais vu qu'il y a eu la pandémie, et donc ça a un peu poussé les producteurs à changer d'avis. Bon, en dehors de John Wick, j'ai suivi le film Luther avec Idris Elba qui est inspiré de la série aussi, Le Soleil couchant. J'ai suivi quelques séries. Il y a une série, notamment j'ai suivi... comment dire? Tu as suivi Vortex? Non, Vortex, j'ai pas encore une suivi. série française sur Netflix. Non, j'ai pas encore suivi. Il faut suivre ça. J'ai terminé Lupin. La série, le Lupin, avec Omar Sy. Il y a aussi... comment j'oublie ça? Je suis en train de suivre Preacher, qui est une série américaine, qui est l'histoire c'est une série un peu fantastique. Avec un... Toi, tu aimes le monde fantastique, j'ai remarqué. Tu aimes le monde fantastique. Voilà, un pasteur qui a été frappé par, si tu veux, il y a un météorite qui s'est écrasé sur la Terre, et puis ça a libéré une force qui s'est emparée d'un pasteur, et puis dedans ce pasteur-là, il évolue dans un monde avec des anges, des démons, avec Dieu et tout ça là. Ouais. Donc c'est pas mal. Je suis en train de terminer la 2e saison, c'est pas trop mal. D'accord, ok. Voilà. L'actualité internationale nous emmène où ce matin? On va s'intéresser à l'avenir des forces militaires françaises sur le continent africain. Il faut savoir que Emmanuel Macron a annoncé samedi dernier le départ des troupes françaises du Mali, ce qui voudrait dire qu'en un an, la France se serait retirée, on peut dire, de 4 pays. Ils vont se retirer de 4 pays. Il ne faut pas oublier que le 15 août 2022, la France avait quitté le Mali. Le 15 décembre de la même année, elle avait quitté la République centrafricaine. Et le 25 février 2023 dernier, la France avait quitté le Burkina Faso. Donc Emmanuel Macron, la France qui était opposée au nouveau pouvoir nigérien qui a renversé le président Mohamed Bazoum le 26 juillet dernier. Ce pouvoir qui avait demandé il y a à peu près 2 semaines le départ des troupes françaises de Niamey. Il faut savoir qu'il y a une base avec 1500 militaires français à Niamey, la capitale du Niger. Et donc, il y avait un véritable bras de force diplomatique entre la France et le Niger non seulement sur cette question-là, mais aussi sur la question notamment de la reconnaissance du pouvoir qui est de fait entre les mains du général Abdourahmane Tchani. Ce pouvoir qui n'a toujours pas été reconnu par la France. La preuve, c'est que son ambassadeur, sur injonction de l'Élysée, avait toujours refusé de rencontrer les nouvelles autorités
autorités nigériennes. Donc, c'est pour cette raison que ce dernier avait été désigné persona non grata. Son accréditation et donc, si tu veux, son immunité diplomatique lui avait été retirée par les autorités nigériennes, ce qui n'avait pas empêché Paris de le maintenir en poste. Et dans la foulée, ça avait poussé donc les autorités militaires à mettre une espèce d'embargo autour de la représentation diplomatique française à Niamey. Et donc, du fait de ce point de vue-là, la France ne pouvait pas continuer dans cette position-là. Et donc, Paris a dû donc se résoudre à accepter ce qu'elle considérait comme étant inacceptable il y a encore 2 mois, c'est-à-dire un départ forcé du Niger. Alors, vers quelle autre localité les troupes françaises vont partir? Il y a un certain nombre d'hypothèses. Il semblerait qu'une partie de ce contingent-là pourrait aller au Tchad, mais au Tchad aussi c'est un peu compliqué. Il faut déjà savoir qu'il y a à peu près 1 millier de soldats au Tchad qui sont là dans le cadre du soutien, qui étaient là dans le cadre du soutien aux troupes qui étaient justement basées un peu plus au nord, donc au Niger. Et donc il faut savoir qu'aussi le Tchad est dirigé par une junte militaire, même si celle-ci est reconnue par les autorités françaises et par l'Élysée. Mais il y a aussi une espèce de gronde populaire au Tchad qui fait que déjà, il y a ce marqueur-là, augmenter la présence, augmenter le nombre de militaires français dans un pays aujourd'hui est très très mal perçu par les populations parce que c'est malheureusement considéré par ces populations-là comme une forme de présence étrangère qui devient une forme d'occupation de l'espace de ces pays qui se considèrent comme, enfin, pas qui se considèrent, de ces pays qui sont indépendants, qui sont souverains, mais les populations voient cette présence militaire comme une espèce d'occupation. Et donc, augmenter le nombre de militaires n'est pas chose aisée parce que ça a forcément une incidence politique. Et puis, si ce n'est vers le Tchad, est-ce que on pourrait penser à un redéploiement vers la Côte d'Ivoire ou vers le Sénégal, où également les troupes françaises sont présentes? Là aussi, rien n'est moins sûr parce qu'on connaît la situation au Sénégal. Il y aura une élection présidentielle l'année prochaine. Il y a déjà de très très fortes tensions politiques liées au fait que le gouvernement Macky Sall Ousmane Sonko ait vu sa candidature ou risque de voir sa candidature invalidée du fait qu'il a été condamné. Il se trouve toujours en prison. Et donc, dans cette période de vive tension, redéployer les troupes qui étaient au Niger vers le Sénégal, ce n'est pas possible. Encore la même situation, même si tu veux, le niveau de tension n'est pas le même. On peut penser que ces troupes-là pourraient aller en Côte d'Ivoire, mais aussi, je ne pense pas qu'Alassane Dramane Ouattara, même s'il ne peut pas refuser cela, si Emmanuel Macron le lui demandait, mais il y a de forts risques que cela pourrait lui jouer un mauvais tour d'un point de vue politique parce que cela pourrait être instrumentalisé par ses opposants pour dire effectivement ces militaires qui ont été rejetés par d'autres pays au nom de leur souveraineté ne peuvent pas être accueillis par la Côte d'Ivoire, qui verrait ainsi une forme qui serait considérée par les opposants comme une forme d'ignorance, enfin, une forme comment dirais-je, c'est comme si la Côte d'Ivoire se pliait une fois de plus à la volonté de la France. Donc ça aussi, c'est comme ça que c'est perçu par les populations. Et donc, je ne pense pas que ce serait une très très bonne idée de la part des autorités ivoiriennes ou des autorités françaises de les redéployer de ce côté-là. Alors, reste une autre destination, probablement Djibouti, à mon avis, qui semblerait la destination la plus plausible. Mais il y a aussi d'autres destinations qui sont mises en place, qui font partie des réflexions énoncées par l'état-major français, à savoir par exemple un redéploiement dans le Pacifique, notamment en Nouvelle-Calédonie, qui fait face à de nouvelles menaces, des menaces pas du même genre que celles qu'il y avait dans le Sahel ou celles qu'il y a par exemple à Djibouti, au niveau de la mer Rouge et du golfe d'Aden où il y a la piraterie, ou encore dans le golfe de Guinée. C'est la raison pour laquelle les Français ont une base au Sénégal et en Côte d'Ivoire, mais là-bas, en Nouvelle-Calédonie, il s'agit d'essayer de contrer l'influence. Mais en fait, les Français avaient des bases partout. Comme les États-Unis, mais ils sont, même si en nombre c'est très très loin des États-Unis, mais pour les grandes puissances militaires, il s'agit de, si tu veux, protéger leurs intérêts à travers la planète. La Nouvelle-Calédonie, ce serait plus plausible. Pourquoi? Parce que là-bas, il y a un regain de tension, notamment avec la Chine. La Chine
parce que la Nouvelle-Calédonie, c'est dans l'océan Pacifique, et là-bas, il y a véritablement une volonté de la Chine de s'affirmer comme une puissance maritime. Et donc, face à cette menace-là, il faut savoir que la France est le pays qui a le deuxième plus grand domaine maritime au monde. Et donc, là-bas, il y a l'arrivée des Chinois. Il y a aussi des menaces peut-être à moyen, voire à long terme, d'autres puissances, notamment l'Inde aussi, qui veut s'affirmer, sans oublier des petites tensions entre parfois alliés, même si elles ne peuvent pas, risquer de nuire aux relations entre les États. Il y a aussi le fait que l'Australie et la Nouvelle-Zélande, donc tous ces pays-là ont quand même des domaines maritimes qui ne sont pas très éloignés de ceux de la France. Et donc, notamment pour contrer une éventuelle menace chinoise, les Français verraient bien un renforcement donc, de leur capacité militaire du côté de la Nouvelle-Calédonie. Et donc, ça, ce sont les options possibles. Maintenant, Emmanuel Macron a annoncé que ce retrait des troupes françaises du Niger devrait se faire d'ici la fin de l'année. C'est un vœu pieux parce qu'on sait que c'est très difficile à mettre en place. On prend pour exemple la base de Gao au nord du Mali. Il a fallu 6 mois pour les Français à la démanteler et à déménager. Donc je ne pense pas qu'en 3 mois, ils pourraient le faire pour Niamey. Mais effectivement, ça montre déjà d'un point de vue politique, ça montre une volonté affichée de partir le plus vite possible du Niger. Maintenant, ce qui est aussi un peu... là où la France est aussi un peu embêtée, disons, c'est-à-dire qu'elle a pris une posture et n'a pas été suivie par son allié qui est l'allié américain. Il faut bien savoir que les Américains aussi sont présents au Niger. Ils ont une base avec un millier d'hommes parqués là aussi. Ils ont même 2 bases. Ils ont une base à Niamey qui est petite. Il y a environ 800 hommes à Niamey. Et ils ont une autre base plus petite au nord, dans la ville d'Agadez, où il y a à peu près 200 hommes. Alors la base de Niamey, c'est leur base la plus importante parce que c'est là où il y a toute une flotte de drones. C'est la plus grosse flotte de drones sur le continent africain. Et donc, cette base américaine-là est une base qui sert principalement à faire du renseignement, donc la surveillance aérienne, du renseignement militaire et parfois aussi des interventions, des attaques au sol lorsqu'il s'agit d'intercepter des cohortes de combattants djihadistes. Et donc, les Américains ont, dès la prise du pouvoir le 26 juin, ne sont pas allés dans une forme n'ont pas pris une position très ferme vis-à-vis du nouveau pouvoir. Ils sont restés plutôt dans une phase d'attentisme et à l'issue de cette phase-là, quelques jours plus tard, ils ont donc décidé un peu d'aller à contre-courant de la France, puisqu'il faut savoir, lorsque Mohamed Bazoum est renversé, il n'y a pas d'ambassadeur américain à Niamey. Il y a l'ambassade, certes, mais le poste d'ambassadeur était encore à pourvoir. Et donc, quelques jours après le renversement de Mohamed Bazoum, l'arrivée du général Abdourahmane Tchani, les Américains ont décidé donc de nommer un nouvel ambassadeur, ce qui prouvait à suffisance qu'ils avaient la volonté de discuter ou de maintenir un canal diplomatique avec les nouvelles autorités. Et c'est ce qui s'est passé et c'est la raison pour laquelle, jusqu'à présent, on n'a pas assisté à de véritables rassemblements, à des manifestations populaires visant à demander le départ également des troupes américaines. Il y a donc 2 positions diamétralement opposées, à la fois de la part des Nigériens et de la part des Américains, c'est-à-dire les Américains, eux, ils estiment que il faut maintenir le canal diplomatique, même s'ils condamnent le coup d'État, même s'ils souhaitent un retour à l'ordre constitutionnel normal. Mais pour eux, la manière de pouvoir y parvenir, ils privilégient la manière diplomatique, donc le dialogue. Alors que la France a plutôt privilégié la manière forte, elle s'est calée sur la position de la CEDEAO, avec déjà la mise en place d'un embargo, fermeture des frontières, le fait que les avoirs du Niger au niveau la BCEAO sont gelés. Donc tout ça fait que, avec derrière, in fine, la menace d'une intervention militaire, même si on le voit, le risque d'une intervention militaire, chaque jour passe, ne fait que s'envoler. Même aujourd'hui, on peut déjà le dire, il est quasiment impossible qu'une intervention militaire puisse se faire de la part de la CEDEAO pour plusieurs raisons. La première raison, c'est d'abord les raisons logistiques et en termes de disponibilité de troupes
combien d'hommes les pays vont pouvoir mettre en œuvre. Et surtout, il faut savoir que sur les 15 pays membres de la CEDEAO, tous ne veulent pas envoyer des troupes. Il n'y a que le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Sénégal et le Nigeria qui ont dit qu'ils vont envoyer des troupes. Et là, seule la Côte d'Ivoire a donné un chiffre, un contingent d'hommes, c'est entre 800 et 1100 hommes. Le Bénin, on ne connaît pas, le Sénégal non plus, et encore moins le Nigeria. Et donc, pour quel coût ? Qui va financer ça? Parce qu'une guerre, ça se finance, ça coûte très cher. Même si la Côte d'Ivoire a dit qu'elle est prête à préparer, à mettre à disposition le budget nécessaire pour une intervention de 3 mois, mais je doute qu'une intervention de ce type puisse durer 3 mois. C'est généralement plus long que ça. Et puis, le deuxième élément, c'est la complexité opérationnelle d'une telle intervention. Il faut bien comprendre que la ville de Mohamed Bazoum, il n'est pas maintenu en détention hors de Niamey ou dans une ville en périphérie ou encore dans une villa en dehors de la présidence. Il est à l'intérieur de la présidence de Niamey et cette présidence est à l'intérieur d'un camp militaire. Et en plus, il faut bien comprendre 2 autres facteurs. C'est que l'armée nigérienne officiellement compte à peu près 50 000 hommes. Toutes les forces de sécurité et de défense ont rallié le général Abdourahmane Tiani et donc toutes les forces de défense et de sécurité sont prêtes à se battre en cas d'intervention militaire. Et il y a 2 autres éléments qui sont convenus complexifier la chose et la rendre quasiment improbable. C'est d'un côté, il y a la forte adhésion de la population nigérienne qui est prête à se battre aux côtés de leurs soldats pour défendre ce qu'ils considèrent être la défense de leur liberté, de leur démocratie. Et le deuxième facteur, c'est le fait que le Burkina Faso et le Mali sont entrés dans la danse avec la signature d'une alliance de défense commune qui ferait que toute intervention de la CEDEAO serait considérée de facto comme une déclaration de guerre envers le Mali et le Burkina Faso. Et ça ne ferait qu'aggraver la situation alors que ce n'est absolument pas ça l'objectif recherché par les présidents, les chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO concernant la crise au Niger. Donc, dans ce cadre-là, la France, évidemment, qui soutient la CEDEAO dans son positionnement, c'est-à-dire beaucoup de fermeté, cette solution-là aussi semble ne pas opérer les espoirs, les résultats escomptés. Et par conséquent, donc, tout ça fait que la position de la France au Niger s'est fragilisée chaque jour, et jour après jour, et par conséquent, elle a atteint un point où c'était devenu impossible, c'était devenu intenable. Et donc, Emmanuel Macron a dû se résoudre à décider non seulement le retour de son ambassadeur, Sylvain Ité, sur Paris, et le départ définitif des troupes françaises de Niamey au Niger. Merci Jean-Paul qui revenait avec l'actualité internationale ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans Luda Fresh Morning. Restez connectés, on fait un tour en musique et on se retrouve juste derrière. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM.